Le Centre de recherche interdisciplinaire en études montréalaises présente la deuxième saison de la série Montréalais, Montréalaises et insulaires, présentée dans le cadre de la Semaine du Saint-Laurent. Le fleuve qui nous traverse a été enregistré le 11 juin 2022 devant public. Craig Etherington y invite Louise Legault, Pascal Rouillé, Yenny Vega-Cardenas et Daniel Plamondon à suivre les traces des tributaires du Saint-Laurent au cours d'une balade dans les rues de Verdun jusqu'aux berges du fleuve. La prise de son est assurée par Yessine Miliani et la musique, le montage et le mixage par Grégory Fitzgerald du studio Sophronique. Merci à tout le monde pour être là. Je m'appelle Craig. Je suis un anthropologue, en fait. Je ne suis pas expert ni spécialiste dans rien qui a à voir avec l'eau. Mais ça fait un bout de temps qu'un groupe d'étudiants à Concordia fait un projet sur... on l'appelle Montréal à travers l'eau. C'est vraiment la connexion entre les citoyens et l'eau à Montréal. Puis on fait ça dans plusieurs petites places. Et une des petits projets qu'on a fait, c'était sur la rivière Saint-Pierre. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une vieille rivière qui passait dans le coin il y a beaucoup de temps, puis passe encore, mais sous terre. On va parler un petit peu de ces enjeux-là. Mais ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, comme c'est souvent un thème de l'eau à Montréal, que les Montréalais sont déconnexes du fleuve, il y a une ironie là-dedans parce que le fleuve nous traverse tous les jours dans plusieurs manières. Alors, il y a des parties du fleuve qui traversent l'aqueduc, qui passent par là. Il y a des parties du fleuve qui passent par des petites rivières souterraines. Et il y a bien sûr les parties du rivière qui passent par notre corps quand on boit de l'eau et quand on rejette nos eaux à la rivière. Alors, tout ce mouvement d'eau qui traverse la ville et qui traverse nos corps, ça nous mène à une réflexion aujourd'hui, en tout cas le fleuve qui nous traverse. Alors pourquoi ici? On commence ici parce que, en fait, c'est le site, un des sites très importants pour un changement historique dans la manière dont les Montréalais se comportent avec l'eau. C'est un lieu très bas, vous saviez. Alors, si on rapporte notre imagination à l'année à peu près 1830, il n'y aurait pas beaucoup de bâtis par ici. Il y aurait Lac à Loutre, qui est un lac assez grand, qui serait dans ce coin-là. On avait les constructions sur le canal Lachine qui commençaient un petit peu vers le nord. Et bien sûr, on avait cette petite rivière Saint-Pierre qui passait en parallèle avec le canal Lachine et s'en allait vers le fleuve dans ce coin-là. Alors, on est en 1830, on est encore dans la seigneurie de Saint-Sulpice et on commence à avoir des problèmes urbains à cause d'avoir beaucoup de monde. Et il y en a trois vraiment qui mènent les Montréalais à dire « on a besoin d'une municipalité ». Alors, une, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent de l'eau dans leur quartier. Il y a des petites fontaines par ici, par là, mais il n'y a pas grand-chose. Puis pour organiser ça, on a besoin d'une municipalité. Il y a beaucoup d'incendies aussi. Dans ce moment-là, les années 1820, 1830, il y avait des incendies énormes et il n'y avait pas assez d'eau sur l'île pour pouvoir gérer les incendies. Et il y avait aussi la question de déchets qui commence à vraiment être un problème à ce moment-là avec des petits cours d'eau qui ont une odeur pas très belle. Alors, ces trois facteurs-là mènent beaucoup de citoyens à Montréal de dire on a besoin de municipalité pour gérer l'approvisionnement d'eau comme du monde dans notre ville. Et en 1830, on incorpore la ville de Montréal avec le maire Vigée, qui est un ingénieur urbain qui va vraiment essayer de changer ces affaires-là. Et entre 1830 et 1860, alors, il y a des grands changements de comment on va faire ça. Ça commence avec la création de l'aqueduc. Alors, l'aqueduc, on ne voit pas très bien d'ici, mais qui passe vraiment juste ici. C'est l'innovation qui va faire en soi que l'approvisionnement sur toute l'île est possible. Alors, l'eau rentre en amont du fleuve, passe par l'aqueduc et arrive ici. Et en 1854 à 1856, on commence à faire des grands bassins de rétention
qui sont maintenant un parc, qui sont sous terre ici. On a deux grands bassins et une station de pompage qui envoie l'eau au Mont-Royal pour qu'après, on peut le répandre dans tout le territoire. Alors ça, c'est le grand changement. Et ce que je dirais, c'est que, premièrement, pour une ville, c'est absolument important qu'on puisse gérer l'eau. Et ce moment-là, c'est absolument clé pour la santé de la ville et tout ça. C'est très important historiquement. Mais c'est aussi un moment où Montréal commence à développer des mauvaises habitudes par rapport à l'eau. Alors, on commence à penser que toute l'eau urbaine est meilleure si elle est sous terre. Et toutes les petites rivières qui existaient sur le territoire commencent à se mettre dans des tuyaux après ça. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'on commence à penser que l'eau ne sert qu'à assainir la ville. Alors, l'eau, elle rentre ici, elle passe par la ville, elle prend tous les déchets corporels, tous les déchets physiques de la ville et on la remet à la rivière de ce bord-là. Et en fait, cette manière de traiter notre eau n'a pas changé beaucoup jusqu'à nos jours. Il y a des petits changements, puis on va en voir au cours du trajet. Mais cette idée qu'on met toute l'eau sous terre, on l'invisibilise. C'est-tu un mot, ça? Oui. OK. On l'invisibilise, on l'oublie complètement, puis on le rejette au fleuve après. C'est notre manière de se comporter avec l'eau normale. Alors, on a 4 invités aujourd'hui qui vont parler de différents enjeux par rapport à ça. Je vais vous présenter très vite et après, on va leur présenter encore. Mais Louise Legault, qui a beaucoup milité pour la question de la rivière Saint-Pierre. Elle va vous raconter cette histoire-là. Pascal Rouillé, qui est ici, qui fait des aménagements verts de paysages, puis elle peut vous parler d'autres manières de penser avec notre relation avec l'eau. Yenny Cardenas, qui est avocate avec l'Observatoire international, oui, des droits de la nature, qui a beaucoup milité pour les questions du droit du fleuve Saint-Laurent, en fait. Et on va avoir une autre personne qui va nous rejoindre après, qui va nous parler de la tuyauterie qui est sous nos pieds. Alors, si on commence à marcher, on va voir, on va faire le tour un petit peu de l'usine d'épuration. Et on va se rassembler de l'autre bord pour commencer de parler de la rivière Saint-Pierre. On passe souvent par ce coin-là sans monter pour voir qu'est-ce qu'il y a. Ça, je vais juste vous dire vite. Alors, l'usine d'épuration qui est ici a été construite dans les années 1920. C'est pour ça le style d'architecture. Mais en tout cas, depuis 1856, quand on a commencé la station de pompage, ça a été expandi pendant beaucoup de temps. En 1960, on a recouvert les bassins, qui étaient encore ouverts jusqu'à ce point-là. Et maintenant, c'est un beau terrain de cricket, mais qui ne s'utilise pas pour beaucoup d'autres choses. Je voulais aussi dire... On peut continuer le trajet, mais si jamais quelqu'un a des questions, des commentaires à faire ou des observations sur ce qu'on voit sur le chemin, vous avez juste à le dire, mais on va continuer notre marche après ça. Oui? Les bassins étaient ici? Ils sont encore. Alors, il y a deux énormes bassins sous ce terrain ici. Et vous verrez, c'est une chose qu'on verra un petit peu après, mais souvent, quand il y a des bassins souterrains, on fait un parc par-dessus parce que c'est sûr qu'on ne peut pas faire des grandes bâtisses par-dessus ça. Mais oui, c'est ça qu'on a ici. Et la plupart de l'eau qu'on reprend des robinets à Montréal passe par ici à un certain moment. Alors, l'aqueduc est là, rentre ici, est filtrée et renvoyée à d'autres bassins où elle va faire le trajet après. Oui. C'est quoi un aqueduc? Vous parlez d'aqueduc, mais c'est quoi exactement? C'est des tuyaux? Oui, excellent. Non, c'est un canal, en fait. Si vous voyez sur la carte, on a 2 canals ici à Montréal. On a le canal Lachine, qu'on connaît tous, et après ça, il y a un autre canal qui est un peu plus difficile à...
Oui, bien, elle va en parallèle avec... Si vous marchez ici, vous allez la voir. Mais elle est protégée parce que c'est notre source d'eau. Alors, il n'y a pas de kayak dessus, il n'y a pas de monde qui vont se baigner là-dedans. C'est un petit canal, mais c'est vraiment l'eau qui rentre du fleuve qui fait le trajet pour arriver ici et être traitée et envoyée dans la ville. Celle qui est là n'a pas été préfiltrée. C'est flotte direct. C'est flotte direct. Oui. En fait, il y a une petite station, une nouvelle station au coin de la rue Galle, sur le boulevard Champlain, qui est le premier poste de filtration. C'est pas tout à fait de la filtration, mais on enlève les algues, les feuilles, etc. C'est très beau. Et ça va dans un canal de 900 mètres de long qui s'en vient alimenter l'usine. Parfait. On continue? La petite rivière Saint-Pierre qui passait, qui faisait le tour. Elle se rejoignait ici, était mise sous terre dans ce qu'on appelle en anglais le tail race. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le mot en français, mais en tout cas. Alors, c'est un tuyau qui faisait sortir tout l'excédent des bassins puis l'excédent de l'usine qui sort par ici puis rejoint le fleuve à 500 mètres. On va le rejoindre plus tard, nous autres ici, mais c'était juste pour vous dire que, ouais, alors la rivière Saint-Pierre faisait le tour, rejoignait les bassins ici, puis passait vers le fleuve là-bas. Saint-Pierre est déjà enterrée, je suppose? Oui, bien, il y a des parties qui sont enterrées. Ils ont commencé dans les 1830 à l'enterrer, mais c'est juste, en fait, jusqu'à il y a 3 mois, il y en avait qui étaient encore ouvertes. On va en parler dans quelques minutes avec Louise. On va reprendre l'histoire maintenant. J'ai beaucoup parlé de la rivière Saint-Pierre, qui fait, comme j'ai dit, une boucle dans cette partie-là. Puis, à un certain moment historique, passait par ici. Il y a plusieurs différents trajets parce que quand on a commencé à créer des infrastructures, on a beaucoup déplacé l'eau. Mais il y avait un moment où elle passait par ici. Alors, c'est pour ça que j'ai invité Louise Legault, qui connaît l'histoire de la rivière Saint-Pierre mieux que n'importe qui et peut vous raconter l'histoire récente aussi dessus. La rivière était peut-être la plus importante des rivières sur l'île de Montréal, en tout cas celle qui couvrait le plus grand territoire. Mais il y en avait en fait une trentaine. Alors, c'est pour dire ce qu'on a perdu. Il y en a des petits bouts qui restent ici et là, mais il n'en reste pas grand-chose. Alors, dans le cas de la rivière Saint-Pierre, elle partait sur le versant nord de la montagne, probablement à l'entour d'Outremont. Elle traversait ce qui est maintenant Hampstead et Côte-Saint-Luc. On en a des petites traces, pas sur le terrain, mais des gens qui ont packagé dans l'eau dans ces coins-là quand ils étaient enfants, là. Ensuite, elle tournait, elle bifurquait à la Chine, vers l'est, et formait à ce moment-là le lac dont Craig a parlé, le lac à la Loutre ou le lac Saint-Pierre, qui était un lac peu profond. Au temps des Amérindiens, c'était très intéressant parce qu'il y avait à la fois du poisson, du petit gibier et de la sauvagine. Après avoir traversé le lac, la rivière Saint-Pierre se jetait dans le Saint-Laurent à la hauteur de l'île des Sœurs à peu près, ce qu'on appelle maintenant l'île des Sœurs. Okay? L'histoire de la rivière Saint-Pierre, c'est typique de ce qu'on faisait effectivement avec les rivières. Ce qui était au début un avantage parce que souvent, on décidait de s'installer où est-ce qu'il y avait une rivière, tant d'un point de vue défense, parce que les gens ne pouvaient pas nous atteindre, que d'un point de vue agriculture, pour irriguer les champs, pour nourrir le bétail, pour abreuver les gens. Alors, ce qui était à ce moment-là un avantage est devenu peu à peu une nuisance. Tout d'abord, dans le temps de la colonie française, ils ont essayé, disons que le côté transport d'une rivière a pris le dessus. Alors, ils ont essayé de rendre la rivière plus rectiligne, de la connecter ici et là. L'idée, c'était de traverser l'île de Montréal d'est en ouest et d'ainsi éviter les rapides. Ça s'est fait finalement avec le canal de la Chine. On a un petit peu oublié la rivière Saint-Pierre dans ce projet-là.
De toute façon, la rivière a aussi été détournée à une époque. Elle était sur le terrain des Sulpiciens. Bien, c'était tout le terrain des Sulpiciens, il faut dire, là. Mais la ferme Saint-Gabriel. Et eux l'avaient détournée vers la petite rivière. Faut pas mélanger les deux. Qui, elle, se jetait dans le fleuve à la Pointe-à-Calière. Alors, les Sulpiciens avaient fait ce détournement-là pour alimenter des moulins. L'autre utilité qu'on avait à ce moment-là pour l'eau de la rivière, c'était les tanneries. Alors, le Québec était à ce moment-là un pays de fourrure. Fallait bien les tanner, ces peaux-là. Ça prend beaucoup d'eau, tanner des peaux. Et c'est aussi un endroit parfait pour rejeter les matières résiduelles. Et c'est ça qui est devenu un problème à la longue avec la rivière Saint-Pierre, c'est que tout le monde rejetait à la rivière. Je vous dirais c'est 19e siècle, l'idée principale au niveau médecine, c'était que les maladies qui étaient courantes à ce moment-là, alors on parle de vilaines maladies, là. On parle du typhus, on parle du choléra, on parle de la variole, ça venait justement de ce qu'ils appelaient les miasmes. Alors, les miasmes, ce sont les émanations de la matière en décomposition dans l'eau. Alors, c'est pour ça qu'on s'est empressé de canaliser et de recouvrir. Ça ne réglait pas le problème. L'eau était toujours aussi sale, mais on ne le voyait pas puis on ne le sentait plus. Alors, théoriquement, on n'était plus malade. Je continue l'histoire de la rivière. Alors, de cette époque-là, on a, comment ça s'appelle, le collecteur de rêves au musée de Pointe-à-Calière, qui, lui, date de 1832, je pense, quelque chose comme ça, qui était à l'époque tout un fait d'armes en ingénierie. C'était vraiment le nec plus ultra, là. Et c'est là qu'a commencé l'idée de canaliser la rivière. Dans les années 1930, lors de la crise, on a fait le collecteur Saint-Pierre, qui, lui, passe dans Saint-Henri. D'ailleurs, il y a un Woonurf dessus maintenant qui rappelle la présence du collecteur et de la rivière. Et bon, j'en arrive à mon petit coin, là. Moi, j'ai travaillé avec les amis du parc Meadowbrook. On essayait de défendre un des derniers tronçons de la rivière qui était encore visible, qui d'ailleurs était intégré à un collecteur pluvial. Le collecteur pluvial il y avait des raccordements croisés qui auraient dû aller dans les égouts, mais qui allaient dans le pluvial, alors qui contaminaient le ruisseau. Et le propriétaire des lieux a décidé que ça faisait pas son affaire. Il a fait canaliser. Ça a été quand même, je dirais, 5 ans que ça a passé les cours, tout ça, là. Mais et ça a été finalement jugé en janvier de cette année. C'est ça. Et les travaux ont été terminés ce printemps. Alors, le tronçon qui était visible, bien, il l'est plus. C'est-à-dire, il reste encore le lit de la rivière, on ne sait pas pour combien de temps. Il y a encore de l'eau un petit peu dans le lit de cette rivière-là, à la fonte des neiges, mettons. Parce que c'est à cheval sur Côte-Saint-Luc et la Chine. C'est complètement entouré de chemins de fer. Nous, ce qu'on veut faire avec ça, c'est un parc, éventuellement. Mais le propriétaire, lui, il veut encore développer, il veut construire là-dessus. Voilà. C'est toujours un terrain de golf en ce moment. Ouais. Alors, à une époque, là, on parlait même de mettre des bâtiments de 25 étages là-dessus. Quand on va se promener puis qu'on voit, Yanni pourrait vous le dire, quand on voit le golf, tu dis, ça aurait été sacrilège de faire ça, là, c'est aussi simple que ça. C'est des rails ou c'est un terrain de golf actuellement? C'est un terrain de golf complètement entouré de rails. Parce que le golf était originalement propriété de la Canadian Pacific. Écoutez, il y a eu toute une bataille pour ce golf-là. Ça fait 30 ans que ça dure. Puis c'est pas fini, parce que c'est encore en cours. Il y a encore 2 poursuites en cours.
j'ai connu Louise à travers de ces enjeux-là, mais il faut dire qu'elle, avec un petit groupe de personnes dans le coin, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont après ce petit coin de golf qui était vraiment beau. Puis ouais, c'était une année dure assez quand on a vu disparaître la rivière. Comme elle a dit, le dernier tronçon, un petit 200 mètres de belle petite rivière qui passait par là. Il reste, par contre, il y avait une doctorante à l'Université Montréal en histoire environnementale. Puis on organisait une promenade de Jane. On passait dans le quartier Saint-Pierre de la Chine, justement. Puis on sort l'autre bord du viaduc. Puis là, elle a eu une épiphanie, elle. Elle dit, mais c'est un géomorphe. Je dis, c'est quoi ça? L'idée, c'est que la rivière a façonné le paysage et que même si elle n'est plus là, on la perçoit encore. Alors, à cet endroit-là, là, Notre-Dame rejoint Saint-Jacques et ça fait exactement la forme de la rivière, même que la voie élevée, l'échangeur Saint-Pierre fait aussi la même chose. Puis c'est là qu'on s'est aperçu que l'endroit d'où on pouvait voir la rivière Saint-Pierre sur Meadowbrook était aussi un géomorphe, parce qu'il est en forme de... Il fait une pointe, puis il y a une rue qui le contourne d'un côté. Laetitia devait revenir au pays pour défendre sa thèse, puis on se jurait bien d'aller faire tout le tour de la rivière pour les trouver, les autres. Je crois qu'il y a Daniel Plamondon avec Louis Scheinberg qui en avait trouvé aussi en faisant une balade à vélo. Mais si vous pensez à une des affaires qu'on peut voir comme indice dans des villes, vous allez en voir un maintenant, des parcs qui sont assez longues. C'est souvent des parcs qui ont été construits sur des vieilles petites rivières. Alors, si on pense qu'il y avait une rivière qui passait par ici, puis s'en allait vers le fleuve là-bas, il n'y a aucune autre raison pour avoir des petits parcs allongés comme on va voir maintenant. Et c'est souvent comme ça. Si vous promenez puis vous voyez des parcs assez longs, assez bizarres, c'est souvent un indice qu'il y avait une petite rivière qui passait par là, qui est maintenant sous terre, mais sur lequel on ne peut pas bâtir de quoi. Alors, ouais. Mais si je ne me trompe pas, la rue de l'Église, c'était le chemin de la rivière Saint-Pierre à une époque. Une partie, oui. Alors, ça vous dit qu'il était là en quelque part, là. Ça pourrait être ramené. C'est possible. Quelqu'un qui travaille là-dessus. C'est possible. C'est très dispendieux, par contre, là. Hein? Parce que, bon, il faut creuser, il faut aller chercher le tuyau. Il y a des endroits où ils l'ont fait. D'ailleurs, t'es supposé avoir Mme Barcle ici. Oui. Il y a un film qui a été fait en partie sur la rivière Saint-Pierre qui s'appelle Lost Rivers. Ça date de 2012, ça. Disponible d'ailleurs à la Bibliothèque de Montréal, qui présentait des cas dans diverses villes à travers le monde. Il y avait Yonkers à New York. Il y a Séoul, il y a Hong Kong, il y a Aarhus au Danemark. Mais ce sont tous des exemples de rivières qui sont plus grandes que la Saint-Pierre. Alors, la question coût-bénéfice est un peu différente dans ce cas-là, qui est vraiment une toute petite rivière qui passait par plein de bâtiments. OK, on devrait recommencer notre trajet pour... juste au cas où on se perd encore une fois. Faut m'arrêter, moi. OK, juste une très petite chose, très vite. Ça, c'est une station de pompage. Alors, ça, c'est pour vous dire que quand on met l'eau dans des tuyaux, c'est pas aussi simple que simplement mettre de l'eau dans les tuyaux puis le laisser écouler. Parce que quand on a des parties de la ville qui sont assez pleines, l'eau, elle va se collecter dans les tuyaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On prend l'eau, à un certain moment, on le pompe, on l'élève, puis on le remet dans un autre tuyau, puis ça reprend. Il y en a des douzaines de ces affaires-là à Montréal, si on commence à les connaître un petit peu. Celle-là, elle a de la construction parce qu'elle émet une odeur pas très belle pour les résidents du quartier. Alors, ils sont en train de faire ça. Mais cette station de pompage et plusieurs autres qui se trouvent à Verdun sont à cause d'un nouveau tuyau
qu'on a fait simplement en 1986, alors qui s'appelle l'Intercepteur. Avant 1986, imaginez-vous, tous les rejets d'eau de tous les égouts de Montréal allaient direct dans le fleuve sans aucun traitement. En 86, on crée un énorme tuyau qui s'appelle Intercepteur et tous les égouts de la ville vont rentrer dans l'intercepteur avec des stations de pompage comme ça et se rendre au nouveau station de traitement qui est à Pointe-aux-Trembles. Mais avant ça, c'était tout direct dans le fleuve. Mais on va continuer, on va trouver un peu d'ombre, puis c'est Pascal qui va nous parler prochainement. Maintenant, je vais vous présenter Pascal Rouillé. Elle va vous dire son titre exact, mais elle est spécialiste en d'autres innovations sur le terrain qu'on pourrait faire sans mettre toute l'eau dans les égouts. C'est comme ça que je l'ai connue. Oui, merci Craig. Donc, moi, c'est Pascal Rouillé, je suis urbaniste et je travaille pour l'entreprise Les Ateliers Hublot. Je connais certains d'entre vous pour d'autres implications comme le CA de Haut Secours où je suis impliquée aussi. Et Craig, on s'est connus via l'Alliance des Ruelles Bleues-Vertes, alors c'est ça, plusieurs projets. Craig, tu vas m'orienter à savoir comment je présente ça, mais je veux dire que moi, dans mon quotidien comme urbaniste, j'interviens sur la question de la gestion durable des eaux pluviales en milieu urbain et essentiellement dans le but de mettre en place des pratiques qui vont être de gestion à la source, on appelle ça des eaux pluviales, et qui vont permettre de mimer le plus possible ce que ferait la nature dans un milieu naturel. Donc, on va venir capter les eaux de pluie dans des aménagements qui vont être fortement plantés d'arbres, d'arbustes, de vivaces. Alors, vous allez remarquer ce type de projet, c'est des dépressions, j'en parlais tout à l'heure ici, ils sont souvent peu visibles pour monsieur et madame tout le monde, mais on vient travailler avec la topographie, avec des dépressions, avec le sol en place ou de l'ajout de sol pour permettre à la fois l'évaporation, l'infiltration et la rétention sur place des eaux de pluie. En fait, ce mouvement-là à Montréal, puis Craig, n'hésite pas à me réorienter à savoir si c'est ça que vous souhaitiez aborder. Mais la rétention des eaux pluviales au Québec passe essentiellement par des conduites. Et ça, c'est assez récent, Craig, tout à l'heure. Mentionner un peu l'histoire à partir de quel moment on a voulu cacher, dissimuler nos eaux. Et puis tout ça, c'est l'histoire, je dirais pas juste du Québec, mais internationale. On a voulu camoufler nos eaux de pluie parce que ça a commencé à nous inquiéter. Donc je vais reprendre, c'est ça. Les eaux de pluie dans l'histoire n'ont pas tout le temps été enfouies, ont souvent été gérées en surface, mais pas avec les pratiques qu'on est capable de développer aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup de craintes qui étaient avérées de prolifération de maladies, etc. Donc, on a voulu travailler pour enfouir les eaux de pluie et les eaux de manière générale, les eaux sanitaires aussi, pour limiter la prolifération de tout ce qui était maladies, etc. Donc ça veut dire que quand on regarde l'histoire récente, on se retrouve avec une gestion des eaux usées, une gestion des eaux de pluie qui se passe en souterrain, qu'on ne voit pas. C'est un peu comme nos poubelles, j'aime dire ça, mais c'est un peu comme nos poubelles. Le matin, on sort notre poubelle sur le trottoir et puis le soir, on revient, comme par magie, nos poubelles ont disparu. Là, que ce soit avec nos eaux sanitaires ou nos eaux de pluie, c'est la même chose, il pleut, puis ça a disparu dans les souterrains, on s'en rend pas compte, mais tout ça vient atterrir dans des réseaux souterrains qui sont quand même très conséquents, puis qui sont la plupart du temps à 75% à Montréal combinés avec nos eaux usées. Donc quand on parlait de stations de pompage et puis de stations d'épuration tout à l'heure, il faut voir que vient s'ajouter à nos eaux usées, dans 75% des cas, les eaux pluviales de nos toitures, de nos rues et autres. Et bien entendu, quand il pleut beaucoup, tout ça se surcharge, là je simplifie beaucoup, et arrive à la station d'épuration. Puis tout à l'heure, quelqu'un disait, on en a encore là des rejets directement dans la nature. C'est ça qui se passe là, on a des épisodes de débordement sur les ouvrages de surverse qui sont multiples, que ce soit sur le fleuve Saint-Laurent ou la rivière des Prairies, on a plein d'ouvrages de surverse que la ville décide de faire déborder en cas de surcharge de nos réseaux. Donc, pour contrer ces surcharges de réseaux et permettre quand même qu'on puisse densifier nos milieux urbains, parce que faut regarder, on a deux phénomènes à l'heure actuelle qui viennent influencer grossièrement la capacité de nos réseaux, à la fois les changements climatiques, avec des pluies de plus en plus fréquentes et de plus en plus importantes et imprévisibles,
mais aussi la densification de nos territoires urbanisés. Et tout ça, ces deux phénomènes viennent apporter une pression sur nos conduites et sur nos réseaux et sur la station d'épuration. Et de fait, je regarde ici, mais de fait sur le fleuve Saint-Laurent aussi qui vient recevoir tout ce qu'on n'est pas capable de gérer. Donc pour contrer tout ça, sûr que depuis, je dirais, 2008, avant 2010, commençait à voir émerger au Québec des pratiques qu'on appelle de gestion durable ou de gestion optimale des eaux pluviales, qui viennent, comme j'expliquais tout à l'heure, gérer les eaux de pluie en surface par des végétaux, par des arbres, etc., en mimant ce que fait la nature. Donc là, on commence à voir émerger au Québec plusieurs types de ces projets-là, sur des places, sur des rues, sur des ruelles. Le but, là, c'est vraiment de multiplier ces projets-là pour, petit à petit, venir diviser la gestion de nos eaux, donc traiter les eaux de pluie dans ces aménagements et le reste dans les égouts souterrains. Alors, ce que ça vient faire, ça vient faire réfléchir aussi les usagers, les citoyens, à la présence de l'eau dans nos milieux urbains. D'un coup, on se réapproprie l'eau, on la rend visible à nouveau, on l'entend aussi à nouveau, puis on la voit monter dans nos espaces publics, les places, etc. Donc là, je pourrais parler peut-être de quelques projets que vous pourriez aller voir à l'occasion, mais on a actuellement le projet de la ruelle bleue-verte dans Pointe-Saint-Charles, sur laquelle on travaille avec l'équipe de Craig et ses étudiants, qui permet de déconnecter les drains des toits des bâtiments existants et de gérer les eaux de pluie dans des ouvrages végétalisés en surface, partagés entre la ruelle et les propriétaires privés. Donc ça, c'est une thématique très intéressante. Mais on travaille aussi sur le projet de la place Fleur de Macadam sur le plateau Mont-Royal. Donc ça, c'est des places qui vont s'inonder en cas de pluie. Alors les citoyens ne voient pas forcément ces mouvements de pluie lorsqu'il ne pleut pas, mais quand il pleut, la place va s'inonder et puis gérer les eaux de pluie. Mais c'est le point de Mont-Royal et... On est... Oui, Montana, ouais. Montana, Mont-Royal, l'ancienne station Esso. Ah oui, d'accord. Ouais. Rosemont, par exemple, et aussi l'arrondissement du Sud-Ouest ont mis en place tout un tas d'avancées de trottoirs végétalisés qui vont permettre aussi de drainer les eaux de pluie. Alors, vous voyez, ces fameuses avancées de trottoirs en béton élargis pour les piétons vont venir aussi progressivement gérer les eaux de pluie. Je peux vous donner un autre exemple très conséquent, c'est le boulevard Papineau. 2 kilomètres devant le TAS, devant le parc Frédéric-Bac, de biorétention, donc ce qu'on appelle aussi jardin de pluie, qui vont venir gérer les eaux de pluie aussi bien du boulevard Papineau que de tous les trottoirs avoisinants. Alors les projets se multiplient comme ça, et puis les connaissances avancent. C'est pas parce qu'on est en climat hivernal avec du gel et du dégel que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très bien, puis les projets se multiplient. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est juste proche du fleuve, et puis qu'en travaillant sur la gestion de nos eaux de pluie de cette manière-là, on va aussi rendre possible l'ouverture de ces projets de plages et de lieux de baignade beaucoup plus régulièrement, parce qu'on va limiter les surverses et les débordements. Donc, Oui, la seule autre chose à souligner, c'est qu'à fur et à mesure qu'on commence à changer les connexions, les maisons aussi, les bâtiments dans lesquels on vit, il y aura de plus en plus d'opportunités de voir que l'eau qui tombe sur les toits, qui tombe sur les terrains, ne vont pas directement dans les égouts. Alors, avec le temps, c'est quelque chose pour lequel on peut militer, puis ça a beaucoup d'impact éventuellement sur le fleuve, mais aussi sur la biodiversité en ville. Si on a plus d'eau qui est découverte, il y a beaucoup plus d'opportunités. Sur nos milieux de vie, on parle de lutte aux îlots de chaleur aussi, etc. Donc, exactement, voilà. exactement. Ah oui, OK. C'est drôle les roches. On continue. Alors, on vous emmène vraiment à des places un petit peu moins connues. Alors, voici le fleuve Saint-Laurent. Vous le connaissez peut-être. Il y a plusieurs raisons pour être là. Une raison, c'est que vraiment depuis les années 80, quand je vous ai dit que les rejets d'eau, une grande partie des rejets d'eau se sont arrêtés, on a pu changer complètement la berge qui était ici. Alors ça, c'était extrêmement pollué pendant des décennies. Là, ce l'est moins. On peut se baigner, comme vous avez vu. Il y a du monde qui vont pêcher ici. Et il y a quand même beaucoup d'animaux qui vivent dans ce coin-là. C'est une partie du fleuve qui est un peu protégée par l'île des Sœurs. Alors, on voit souvent des castors, on voit beaucoup d'oiseaux qui viennent. En fait, comme vous voyez, il y a un petit problème avec les castors ici.
Alors, oui, pour protéger les arbres des castors, il faut faire d'autres interventions. En tout cas, on est là et on a un autre invité, Yannick Cardenas, qui va nous parler d'encore du niveau de la loi puis de la politique légale internationale, d'une autre manière de penser la relation avec le fleuve, spécialement maintenant qu'on est dans une position au moins pour polluer un petit peu moins. Yannick, peux-tu nous expliquer votre... Ouais. Oui, merci beaucoup, Craig, et puis merci à toutes les clients, c'est ça, de cette invitation et à vous tous et toutes d'être aujourd'hui ici. Et puis, tout d'abord, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de reconnaître une personnalité juridique et des droits au fleuve Saint-Laurent. Vous avez entendu? Bon, mais nous, on a été touchés par un cas en Colombie où une rivière ou un grand fleuve avait été contaminé par la minerie de l'or. Et puis, lorsqu'un juge a décidé de donner des droits, reconnaître la personnalité juridique à ces bassins versants, ça a ramené tous les acteurs autour du fleuve à penser à tous les contaminants qui arrivent au fleuve, à penser comment on peut changer les choses et comment on peut changer notre relation avec les fleuves. Ça a invité toutes les communautés riveraines à devenir non seulement des usagers, mais des gardiens, des gardiennes du fleuve. Et puis, on était tellement inspirés qu'on a dit pourquoi pas l'amener ici, au Québec, parce que nous, on boit le fleuve, on habite dans le fleuve. Et ça, il faut reconnaître qu'on est tous et toutes partie du fleuve Saint-Laurent. Et puis, c'est comme ça que ça a parti le projet. On a invité les différentes municipalités qui bordent le fleuve à faire partie d'une alliance Saint-Laurent. On a 15 municipalités qui se sont jointes. On espère que la Ville de Montréal va accepter aussi parce qu'on est une île. On est vraiment riverain et on l'oublie. Et on a, en reconnaissant des droits au fleuve, ça implique de reconnaître aussi nos responsabilités. Parce que si le fleuve a le droit à une eau saine, ça nous implique à nous de dire, bon, il faut qu'on soit responsable et on traite adéquatement les eaux usées. Si on reconnaît que que le fleuve a droit à tous ses affluents, parce que le fleuve sans les affluents, il n'est rien. Il a besoin des affluents. Mais voilà, on va pouvoir protéger un peu, peut-être le projet de la Meadowbrook, c'était un affluent du fleuve Saint-Laurent. Donc ça donne une lumière à tout ce qu'on a finalement caché en dessous de la terre. Pour dire, il est là, il existe, il a le droit d'exister, on habite avec lui, et c'est une grande reconnaissance de l'élever en droit, parce qu'actuellement, il n'est qu'un objet qu'on peut polluer, détruire, et on peut commettre tous les dommages contre lui, il ne peut pas parler. Tandis que s'il s'élève, il a la personnalité juridique et des droits, ses gardiens et ses gardiennes peuvent présenter des actions pour dire « Attention, ce projet-là risque de porter atteinte aux droits du fleuve, d'exister, d'écouler à sa préservation, à sa régénération. » Donc, c'est vraiment un projet qu'on mène avec l'Observatoire et de la main aussi avec quelques nations autochtones, notamment les Inuits. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la rivière McPipe. Oui? Sur la côte nord. C'est la première rivière au Canada qui a obtenu sa reconnaissance en tant que personnalité juridique et de droit. Et c'était une belle entente entre les Inuits et la MRC de Mangani. Donc, c'est aussi une autre manière de faire une pas vers la réconciliation et se reconnaître tous et toutes comme gardiens du territoire, comme gardiens de la rivière parce qu'on fait partie d'elle. Et c'est la moindre des choses d'assumer nos responsabilités. Donc, c'est un peu en poursuivant ce chemin, cette ouverture, la grande rivière McPipe qui ouvre, ou la petite vis-à-vis le fleuve, qui ouvre la voie au fleuve Saint-Laurent. Et on a eu, le 5 mai dernier, on a eu la chance de pouvoir voir 2 projets de loi déposés pour reconnaître la personnalité juridique du fleuve, un dans la Chambre des communes à Ottawa. C'est le député Alexandre Bulleris qui a déposé le projet. Et ici, c'était Émilie Lézard-Terrien de Québec solidaire qui a présenté aussi le projet de loi pour reconnaître la personnalité juridique. On sait qu'ils sont des partis minoritaires, donc c'est sûr que on veut que cette idée devienne vraiment une idée qui peut rassembler l'ensemble des citoyens et citoyennes autour du fleuve Saint-Laurent. Mais pour ça, on a besoin d'être nombreux pour que le gouvernement nous entende. Et pour que finalement, ils viennent entendre la voix de qui? La voix du fleuve. Et voilà. La voix du fleuve, oui. C'est le fleuve Atrato.
Et une fois qu'il a été reconnu comme personnalité juridique ou personne juridique, il y en a eu environ d'ici une vingtaine de fleuves qui sont vus reconnaître le même statut en droit. Il y en a en Bolivie aussi, je pense. Il y avait des gens qui poursuivaient. Je pense que c'est dans la Constitution. Oui, c'est une loi. C'est une loi cadre de la droit de la mère-terre. Et puis, c'est ça, c'était un changement des paradigmes. Parce que d'habitude, l'humain est dominateur de la nature. C'est une vision occidentale. Mais dans d'autres visions, surtout inspirées des Premières Nations, on fait partie de la nature. On ne la domine pas, on fait partie. Et puis, tout est interconnecté, on fait partie du fleuve. Et comme me disent mes collègues, s'il y a une chose qui nous unit toutes et tous, c'est quoi? L'eau. L'eau, on la boit, et après ça, on la lance, et après ça, plus loin, d'autres riverains, ils vont la boire, ils vont la jeter, et plus loin, on est tous ralliés. Donc, c'est une manière de penser que le fleuve, on ne peut pas le compartimenter ou diviser, mais que c'est vraiment tout uni, tout un réseau un peu comme les veines, comme disait ma collègue Wapukun, elle dit c'est comme les veines du territoire. Mais oui, c'est les veines. On affecte une rivière et puis ça affecte aussi la qualité de l'eau du fleuve. Donc, de penser de manière holistique. Est-ce que je peux te demander, dans la tradition juridique québécoise, est-ce qu'il y a d'autres exemples de non-humains qui réussissent à avoir la personnalité juridique et le droit comme ça? Oui, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, c'est qui a la personnalité juridique? Tout d'abord, les personnes, donc humaines, parce qu'il faut identifier personnes humaines et non humaines. Et entre les non humaines, c'est les corporations. Des compagnies sont des personnes légales, ils ont des droits, des obligations, donc ils existent. Donc pourquoi pas quelque chose qui existe vraiment, que c'est un fleuve? Pardon? Nos finances. Et on est complètement bénévole. Alors, on travaille avec beaucoup de juristes, d'étudiants, de géographes, de biologues. Et puis d'ailleurs, on est en train de chercher le financement pour faire la pérennité, assurer la pérennité de l'Observatoire. Donc, si jamais vous avez des idées, on est ouvert à les entendre parce que je pense que c'est un projet que c'est tellement grand qu'on a besoin des ressources pour pouvoir le faire connaître. On continue? Alors, c'est ici. Ah, il y a un beau canard dedans. Alors, c'était aussi la place où on déversait tout ce qu'il y avait de l'usine d'épuration. Alors, il y a comme un tuyau qui passe dans tout le trajet qu'on avait fait, qui s'est connecté avec la rivière Saint-Pierre et sort ici. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un grand lieu de déversement quand on a des grandes pluies. Alors, c'est souvent moins beau, disons, avec... il y a souvent une odeur et... C'est ce que Daniel Green appelle la baie des Capotes. La baie des Capotes, exactement. Ça, c'est la baie des Capotes. Alors, oui, il y a aussi il y a un collège technique à côté. Alors, il y a souvent des étudiants qui viennent et c'est eux qui leur ont donné le nom baie des Capotes. Et oui, on va faire le long. On va retrouver la rue Gaétan-Laberge, voici. OK. C'est moins beau comme lieu, mais il y a quelqu'un qui nous attend pour faire notre dernière intervention. Alors, on est arrivé. Oui, c'est la fin de notre trajet. On est où exactement? Oui. C'est le pont Champlain, si jamais vous voulez passer à l'île des Sœurs. Le parc qu'on a traversé avant, il est juste là. En fait, moi, je vais retourner au parc du Quai si quelqu'un va aller dans cette direction-là. Mais on a une dernière intervention, Danielle Plamondon, qui est venue, malgré beaucoup d'activités aujourd'hui, en Bixi. Elle peut se présenter, mais elle a une relation aux eaux urbaines qui est un peu différente des restes du monde qui est ici. Oui, peut-être. Bon, je m'appelle Danielle Plamondon. Je suis ni ingénieure, ni travailleur de la ville, etc. Je suis pianiste à une école de ballet et danseuse de flamenco. Mais ma passion, c'est de parcourir les dessous de Montréal. Donc, les égouts, les drains, les anciennes rivières, etc. Puis au fil du temps, à force d'avoir été sous terre, premièrement, les plus faciles, c'est les ruisseaux qui sont déjà sortis, comme les ruisseaux Bouchard, Fossé-Smith, etc., qui entrent sous terre à un moment donné.
On a fini par ouvrir des plaques, descendre, chercher les belles conduites de briques anciennes. Et au fil du temps, ben, on a découvert de la brique qui date de 1850, 60, 70, etc. Et on a découvert que ça suivait finalement le cours de ruisseau. Donc, de fil en aiguille, on en est venu à rechercher où sont rendues les rivières, où sont rendus les ruisseaux. Et ce qui m'a amené à pouvoir participer au film Lost River, Rivière perdue, qui est un petit peu à la recherche. On pourrait faire une série à chaque année de ce film-là, parce qu'il y a tellement de développement ici et ailleurs. Donc, c'est ma passion, et la passion qui est un sport, parce que c'est vraiment un sport. Je vous le dis, c'est pas donné à tout le monde de marcher plié en deux, puis de marcher des kilomètres et des kilomètres dans de l'eau, on se le dit, hein, c'est de l'eau grise. Mais ça en vaut la chandelle, puis c'est pour ça qu'à un moment donné, on a voulu sauver la station Craig. Ça, c'est une autre histoire. Alors ça, c'est le ruisseau Saint-Martin qui a été détourné, mais qui passe dessous la station Craig, et puis on est en pourparlers pour la sauver. On fait partie d'un comité officiel avec la ville. Donc, après avoir été tapé sur les doigts par la police quand on se fait prendre, ben là, on est des spécialistes du dessous parce que personne y va. Même les travailleurs descendent à un endroit précis et remontent. Ils n'ont pas la découverte innée, je ne sais pas pourquoi. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux dire la station Craig, c'est où exactement? C'est en dessous du pont Jacques-Cartier, la petite cabane en pierre qui a l'air de rien, qui est en train de s'effondrer. Donc, c'est une ancienne station de pompage, la première, avec sa jumelle qui est la station de pompage Riverside, qui est maintenant les Forges de Montréal. Mais ce qu'il y a de particulier à la station Craig, c'est que en dessous, il y a toutes les pompes de 1887 encore. Elles sont complètes. Et puis, en dessous, il y a un système, le dessous des pompes, les écluses, la machinerie, et puis une jonction d'égouts victoriens qui est magnifique. Et on veut sauver tout ça parce que c'est dans un très petit quadrilatère. On a là, vraiment des sections vraiment spéciales, puis on rêve de faire des visites. Et puis, donc, mine de rien, on va être obligé, je dis on, parce qu'on est des instigateurs, mais avec la ville, on a travaillé sur un projet obligé de démanteler parce que elle va tomber. Ça va tomber. Et on va reconstruire pierre par pierre. Il y a le Conseil des métiers d'art du Québec qui veut associer tous le patrimoine immatériel, c'est-à-dire tous les corps de métiers ancestraux, les forgerons, les ferblantiers, maçons, tailleurs de pierre, etc., pour aider au démantèlement et pour la reconstruction. Puis il y a un programme au Cégep du Vieux-Montréal qui commence à ouvrir ce programme. Donc, ça pourrait devenir un chantier-école, donc quelque chose d'unique qu'on peut filmer, documenter, puis tout le long, avant que ce soit un centre d'interprétation, il y a un grand chemin, bien, il y a de la vie qui peut se faire. Et puis, les gens peuvent participer finalement. Donc, on espère que ça fonctionne. Pour ce qui est d'ici, bien, on est vraiment à la fin du collecteur Saint-Pierre, qui est un peu la dérivation de la rivière Saint-Pierre, que j'ai fait à partir du ruisseau Meadowbrook jusqu'à peu près la rue Pitt, qui est quand même pas loin. On a fait des petits bouts ici, mais ici, on a eu un petit peu une crainte parce que il y a l'intercepteur ici. Et puis, là, plus ça va, plus ça récolte de l'eau, plus c'est haut. Puis, on a beau être intrépide, mais on n'est pas trop fou. Donc, on est vraiment à la fin. Puis, qu'est-ce qui est beau, c'est le petit exutoire qui n'est pas la vraie exutoire de la Saint-Pierre, mais ça nous rappelle toujours. Moi, je la mets dans mes photos, dans les promenades de James, parce que je me dis, ça aurait pu avoir l'air de ça quand elle sortait un petit peu plus loin. Et puis... Ce canal où on a marché maintenant, c'est le tracé de la Saint-Pierre? Bien, c'est pas tout à fait. C'est le tracé du collecteur. Avant, ça sortait tout dans...
le collecteur d'égouts qui part de l'ouest, puis qui se jetait avant. Tout se jetait avant dans le fleuve. Et puis maintenant, il y a l'intercepteur il y a des gros collecteurs qui ont collecté l'eau des petits égouts qui avant se jetaient dans le fleuve. Puis là, le grand intercepteur collecte toutes les eaux du collecteur pour empêcher que ça sorte dans le fleuve. Donc, c'est assez récent, c'est dans les années 80 à peu près. 80, ouais. Donc, l'histoire est récente. Où est-ce qu'on est descendu au fleuve avant? C'est à peu près où sortait la rivière Saint-Pierre originalement. Là, on l'a canalisé, on l'a mis ici quand il y avait le collecteur. Alors, elle est partie par ici. Puis après ça, l'intercepteur dont on avait parlé avant, le grand tuyau, qui passe par ici. Et ça, c'est une autre station de pompage, un petit ici. C'est ça, puis l'autre. Qui élève encore une fois l'eau pour que ça s'en va vers Pointe-aux-Trembles. C'est des beaux ouvrages d'ingénierie. C'est juste la petite boîte là. Puis l'autre à côté, là. Oui, derrière elle. Oui. Puis il y a des grosses plaques, on peut y aller. Mais on voit rien parce que c'est tous des petits tuyaux, puis ça pompe, puis ça... Mais il y a beaucoup de puits d'observation, d'intercepteurs. Il y en a un au Parc Belle-Rive, il y en a un en face des sucres Lantiques. Il y en a une dans l'ouest, Pointe-Claire. Puis là, tu peux descendre, puis tu vois l'intercepteur comme tel. Un proche de la Riverside, où est-ce qu'on a eu la chance de pouvoir aller quand ils ont fait le Flush Gate. Et puis au Parc Belle-Rive aussi. Donc, c'est phénoménal, c'est gros, c'est immense. Donc, et puis, il y a un petit égout là, qui s'égoutte jusqu'à la station de pompage qu'il y a dans le parc. Là. Et puis, je marche un petit peu dedans. C'est en dessous de Verdun. Mais c'est petit, etc. Mais on se dit qu'on marche dans la Saint-Pierre. Puis, donc, c'est toutes des... L'idée de base était noble d'empêcher les gens d'être malades parce que, bon, les égouts à ciel ouvert, etc. Donc, l'idée était pas mauvaise en soi, sauf qu'on a tous perdu nos ruisseaux, puis les conséquences, c'est la faune, la flore, etc. Et puis, pollution du fleuve plus concentrée. Donc, on aimerait, c'est sûr, qu'on aimerait tout redécouvrir les rivières. Ça s'est fait ailleurs. On ne sait pas pourquoi ça se fait pas trop ici. Encore, on est toujours un petit peu frileux, je trouve. Il y a des endroits qui ont osé à Londres, ils ont osé à New York, ils ont osé sortir. Puis des fois, c'est juste un petit filet, mais le petit filet, il est important. Oui, mais je voulais savoir pour le projet que vous parliez, qui va être finalement démoli parce que c'est trop en mauvais état, il va être reconstruit selon les normes de patrimoine, Oui, c'est noté pierre par pierre, puis ce qui va manquer va être recoupé, là, je sais pas comment on dit ça, recréé. Puis donc, le site, est-ce que c'est aussi la préservation de ce qui est en dessous? Oui, c'est surtout ça parce que ils peuvent rien faire d'autre. Juste toucher aux pompes, c'est des millions, et puis ça va endommager le système des égouts. Le système des égouts va endommager les rues. Là, ils parlent de faire un parc tout autour, ce qui donnerait accès, ce qui maintenant joue en sa faveur dans le sens qu'elle n'a pas été démolie encore, mais contre elle, parce qu'elle est abandonnée, c'est qu'elle est sur un terre-plein d'autoroute. On n'a pas le droit de rien faire sur un terre-plein d'autoroute. C'est pour ça que ça traîne. C'est parce que c'est MTQ, fédéral, provincial, municipal, le port de Montréal, le CN, le pont. Fait que c'est tout un méchant méli-mélo. Donc, c'est un gros méga projet pour un petit endroit qui est plus humain. Puis, ça serait unique en Amérique du Nord d'avoir un musée sur 3 étages. Ça marche, là, les égouts, les musées des égouts à Paris, ça marche. Les stations de pompage en Angleterre, ça marche. Là, on aurait les 3. Puis en plus, la Riverside a pu ses pompes. Mais le patrimoine est sauvegardé, le patrimoine extérieur. Oui, c'est Moi, je me demandais juste, la station Craig, elle prenait l'eau où, puis elle l'envoyait où? OK. La station Craig, c'était pour prévenir les inondations. Alors, quand les inondations
le fleuve montait à cause des glaces. Là, ça refoulait à l'intérieur et ça sortait par les trous d'hommes dans le centre-ville, dans le Vieux-Montréal, etc. Donc, il y avait des inondations tout le temps. Donc, l'idée, c'était de passer l'eau d'un côté et de la ramener vers le fleuve. Merci infiniment. Merci à vous. À vous et à tout le monde qui est venu. Je voulais aussi, j'aurais dû le faire à principe, mais je voulais remercier 2 de mes étudiants qui ont beaucoup travaillé ce projet-là avec moi. Alors, Trisha, qui est ici, ça fait des années qu'on parle de ça, qu'on fait des trajets. Et Maya, qui vient juste de nous rejoindre dans le groupe, elle a fait le trajet pour voir où est-ce qu'on s'en allait. Elle aurait dû être à tête du chemin. Mais merci beaucoup à vous autres et merci à Audrey pour toute la logistique. Alors, merci beaucoup.